Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel sur la sélection du pays et de la date de départ. Tout d'abord, que vous sélectionnez l'option un joueur ou multijoueur, le choix sera le même au final quand vous sélectionnerez le pays. Donc tout d'abord, en haut à gauche de l'écran, vous choisirez la date de départ. Donc vous avez d'abord une série de marque-pages qui va de 1444 à 1792 pour sélectionner votre date de départ à un moment historique intéressant. Donc ça peut être la guerre de 30 ans, ça peut être la chute de Constantinople, il y a plein de choix. En fonction du marque-page historique que vous sélectionnez, vous aurez une série de pays, on va dire, favorisés par rapport à ce marque-page. Alors quand je dis favorisés, c'est pas qu'ils ont des bonus, hein, c'est juste que c'est ceux qui, pour cette époque-là, pour ce moment-là, sont intéressants à jouer. Et finalement, vous avez une description de l'événement historique auquel ils sont rattachés. Si aucun de ces marque-pages ne vous fait plaisir, ou si simplement vous avez envie d'avoir un autre départ que ceux qui sont proposés, vous pouvez changer carrément la date de début en modifiant par 100 ans, par 10 ans, par année, par mois et par jour pour vraiment contrôler exactement la date de départ de votre partie. Bien évidemment, vous changerez la date de départ, mais la date de fin restera toujours la même, vers 1811 je crois, si je ne me trompe pas. Ce qui fait que si vous commencez très tard dans le jeu, à une année très tard, vous jouerez beaucoup moins et vous aurez moins de potentiel de faire beaucoup de choses dans votre partie. Mais vous aurez un départ différent. Ensuite, tout en haut, vous avez un système de filtre de cartes qui va vous aider à sélectionner le pays de votre choix. Donc il y a tout d'abord un mode topographique qui va vous donner un peu le terrain de chaque province. Donc on peut voir les forêts, les collines, les montagnes, les déserts et compagnie. Sachant que globalement, les montagnes offrent de la défense, les collines aussi, les déserts, c'est difficile de les traverser, donc si votre vampire a plein de déserts, un ennemi qui vous attaque aura des difficultés et ainsi de suite. Vous avez un filtre de pays qui sera celui qui vous permettra de vous juger vraiment la taille du pays d'un seul coup d'œil. On voit très bien où est la France, la Lituanie, la Hongrie, l'Autriche, la Castille et ainsi de suite. On a un filtre des religions qui vous permet de voir les différentes religions du monde et là où elles se trouvent. En fonction de la religion que vous voulez jouer, vous pouvez vraiment voir dans quelle zone géographique vous devez chercher. Vous avez un mode Saint-Empire qui vous montre le Saint-Empire romain. On discutera dans notre tutoriel de toutes les mécaniques qui lui sont liées d'une manière assez simplifiée. Vous pouvez vous dire qu'il y a un empereur qui est globalement protecteur de tous les pays du Saint-Empire. Si vous attaquez un membre du Saint-Empire, l'empereur viendra vous attaquer ou plutôt faire la défense de celui que vous attaquez. Ensuite, vous avez une carte du commerce qui vous indique les différentes zones commerciales et donc vous permet de voir quel pays maîtrise principalement certaines zones commerciales. Par exemple, on peut voir que Kiev est pas mal possédé par la Lituanie. C'est un exemple comme un autre. On verra encore dans un autre tutoriel aussi comment fonctionne le système de commerce. Ensuite, on a un mode diplomatique. Donc en fait, dès qu'on sélectionnera un pays, on verra ses relations diplomatiques qu'elle possède déjà. Donc on verra ses alliés, ses revendications, ses vassaux, ses unions personnelles, ses alliances, ses mariages royaux et ainsi de suite. Ça va être un petit résumé rapide pour voir les situations des pays. Ensuite, on a un filtre niveau de développement qui va vous montrer le développement des provinces. Sachant que le vert, c'est que c'est une province très développée et le rouge, une province plutôt pauvre, mal développée. Donc on peut voir par exemple que Paris est très développé alors que Gérone l'est beaucoup moins. Ce qui vous permet de juger rapidement de la richesse d'un pays.
Ensuite, donc, je vous avais dit qu'il y avait des pays privilégiés ici en bas. Donc si vous cliquez dessus, bien évidemment, vous les sélectionnez. Par contre, vous pouvez bien entendu sélectionner directement en cliquant n'importe quel pays. Il ne faut pas avoir peur, hein. Vous pouvez vraiment sélectionner le pays que vous voulez. Normalement, tous les pays sont sélectionnables et tous les pays sont jouables. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Par contre, il est possible qu'il y ait des pays très difficiles à jouer. Par exemple, en tout début de partie, l'Albanie est très difficile à jouer. C'est un exemple assez courant où en fait tous les joueurs expérimentés vont jouer une fois l'Albanie et vont essayer de survivre face à l'Empire ottoman qui va les attaquer quasiment dans les 2 premières années du jeu. L'Albanie se fait attaquer par un grand empire. C'est un exemple, mais vraiment vous pouvez jouer n'importe quel pays. Une fois que vous sélectionnez un pays, vous avez les informations du pays qui sont affichées ici. Donc vous avez d'abord son rang politique, de duché jusqu'à empire. Donc là, c'est un duché. Si je sélectionne la France, c'est un royaume. Et je ne crois pas qu'en début de partie, il y a déjà des empires ici. Mais vous verrez s'il y a un empire. Ensuite, ici, vous voyez son groupe technologique, donc occidental, qui n'a aucun malus. Si vous prenez une nation, par exemple, les Ming, donc la Chine globalement, vous pouvez voir qu'ils sont dans le groupe technologique extrême oriental et ce groupe technologique doit payer 60% plus cher les technologies. Donc chaque groupe technologique a globalement des malus qui lui sont liés, à part les occidentaux. Mais bien évidemment, ces malus pourront se rattraper plus tard, on le verra dans notre tutoriel comment. Finalement, il y a aussi un indicateur de la religion, donc confucianisme, ça doit être sunnite, chrétien, catholique, orthodoxe, et ainsi de suite. Vous pouvez vraiment voir votre religion comme vous voulez. Ensuite, vous voyez ici le grande principauté, c'est le type de régime politique qui va vous donner des bonus différents. Donc cela, c'est une monarchie despotique. Ici, c'est une monarchie féodale, France. Et donc, il y a, comme dit, des bonus différents en fonction du type de gouvernement. Ensuite, vous pouvez voir si le pays est indépendant ou si, par exemple, il est vassal. Donc là, les Flandres, union personnelle avec, je sais que c'est la Bourgogne. Si je prends Urbino, ils sont vassals des États pontificaux. Vous pouvez voir un peu le statut des pays. D'une manière générale, vous allez vouloir très souvent jouer un pays indépendant. Parce que si vous êtes vassaux, vous avez pratiquement aucune liberté d'action pour jouer. Ensuite, vous avez le dirigeant actuel du pays. Donc là, c'est le duc Federico III, avec ses caractéristiques. Donc il a 4 points en administratif, 3 points en diplomatie et 5 points en militaire. Donc en fonction de la qualité du premier monarque, vous arriverez à faire un départ rapide ou lent du point de vue technologique ou développement de vos provinces en fonction de ce quoi vous focalisez. Bien évidemment, plus le score est élevé, mieux c'est, le meilleur étant 6. Ensuite, vous avez un résumé du niveau technologique du pays. Donc par exemple, là, Urbino a 3 dans les 3 aspects. Si on va plus à l'est, peut-être que ça diminue, mais j'en suis même pas certain. Même pas. Et si on va en Amérique, voilà, en Amérique, ils sont niveau technologique 1, 1 et 1. Donc ils ont déjà un bon retard. Ensuite, vous avez les doctrines du pays. Donc les doctrines du pays sont divisées tout d'abord en 7 doctrines, plus un bonus initial et un bonus final. Donc le bonus initial, c'est ce qui s'appelle les traditions. Là, en l'occurrence, c'est tradition française, vu qu'on est en train de regarder la France. Donc en début de partie, la France a un bonus de réserve nationale et de réputation diplomatique. Et une fois qu'elle a complété toutes ces doctrines, elle a un bonus en discipline. Finalement, vous avez chaque doctrine qui vous indique les bonus, et ils se débloqueront au fur et à mesure en partant de celui de gauche pour aller à celui de droite. Celui de gauche pour aller à celui de droite. Inversé pour moi.
Donc vous pouvez voir très facilement quelles sont les doctrines de chaque pays et donc voir un peu les orientations de jeu qui sont normalement liées au pays, ou du moins qui historiquement étaient le développement du pays. Donc si vous prenez une nation commerciale, historique, vous aurez très certainement des bonus commerciaux. Si vous prenez une nation qui était très militariste, vous trouverez des bonus militaires. Si vous prenez une nation navale, vous allez trouver des bonus navaux. Voilà. Ensuite, vous trouvez l'information de combien de provinces sont détenues par le pays. Donc 12 dans le cas de l'Autriche, 22 dans le cas de la France, 24 dans le cas de l'Angleterre. Vous trouvez ensuite un indicateur du niveau de développement, donc c'est la somme des niveaux de développement de toutes les provinces possédées. Vous pouvez voir un peu la richesse de chaque pays. Donc bien évidemment, plus un pays est riche, plus il aura d'argent, de troupes, de puissance commerciale et ainsi de suite. Ensuite, vous pouvez voir le niveau de fortification, sachant que le niveau de fortification est représenté par en fait la somme des niveaux des forts, un fort étant au minimum de niveau 2. Donc vous savez que en plus de chaque fort qui donne 2 points, la capitale donne 1 point. Donc par exemple en France, il y aura 5 forts, parce que 5 x 2 ça fait 10, plus 1 point pour la capitale. Si on regarde la Castille, ils ont 5 points, 1 point pour la capitale et 2 forts qui valent chacun 2. Et ainsi de suite, donc vous pouvez voir un peu la capacité défensive du pays. Plus il y a de forts, plus c'est facile à défendre, difficile à prendre l'intégrité de votre territoire rapidement. Plus vous avez de forts, plus vous avez de temps pour réagir à vous défendre. Finalement, vous avez les statuts diplomatiques un peu plus en détail qu'avec la carte. Donc, par exemple, ici, on peut voir que la Castille est en trêve avec Grenade. Si on sélectionnait le mode diplomatique, on ne le voyait pas. Donc vous pouvez voir vraiment les détails. Là, le Portugal est aussi en trêve avec Grenade, allié avec l'Angleterre, ça se voit. Par contre, ils ont aussi un mariage royal avec l'Angleterre qui ne se voyait pas. Ça vous permet de bien choisir votre pays en fonction de ce que vous voulez. Donc par exemple, si vous dites ah moi je veux jouer un pays qui va écraser l'Angleterre, si vous jouez le Portugal, comme vous commencez à allier avec l'Angleterre, c'est pas la meilleure idée. Ouais. Les alliances peuvent se rompre ou pas. Ensuite, donc ça c'est la manière dont vous sélectionnez le pays, et ensuite il y a quelques petites options en bas à gauche avant que vous débutiez la partie. Donc tout d'abord il y a l'option de difficulté, donc en fonction de si vous voulez rendre le jeu plus facile pour vous ou plus difficile pour vous, il y aura des bonus différents. Donc si c'est facile, ce sera des bonus pour vous, si c'est difficile, ce sera des bonus pour l'ordinateur. Donc ça peut vraiment vous faciliter le jeu du début. Alors, je ne conseille pas de jouer en facile tel qu'ils l'ont fait, car ça va vraiment vous retirer des éléments de gestion qu'autrement vous allez ils vont vous passer à côté parce que vous n'allez jamais les voir. Par exemple, vous avez -5 d'agitation dans le pays qui est vraiment énorme. Vous avez -1 de corruption annuelle qui est aussi vraiment énorme. Et donc forcément, vous n'allez jamais apprendre à jouer avec, ce qui peut vous poser des soucis. Nation chanceuse, donc en fait c'est un mécanisme pour aider les pays dirigés par l'intelligence artificielle pour leur permettre de grossir un peu comme ils ont grossi historiquement. Comme le jeu est assez bien équilibré, si un pays n'a pas ses bonus, il aura vraiment du mal à se développer autant qu'historiquement. Donc ils ont mis ce système en place qui va donner des bonus à certaines intelligences artificielles pour les aider. Donc soit vous dites que vous ne voulez pas que ce bonus soit donné, soit vous dites que c'est les nations qui historiquement ont bien fait qui auront le bonus, soit ça sera réparti aléatoirement. Donc c'est vraiment à votre choix. Ensuite vous avez une option pour autoriser un autre joueur de rejoindre la partie. Une option pour voir les terres inconnues affichées ou pas quand on est dans l'écran de sélection des pays. On verra, c'est couplé avec l'option du monde aléatoire qui est disponible là-bas en bas. Donc si vous la mettez à oui, si vous générez un monde aléatoire,
vous verrez en fait que toutes les nouvelles Amériques générées aléatoirement seront cachées, et donc vous ne connaîtrez pas le Nouveau Monde. Ensuite, nom des provinces dynamiques, donc c'est simplement que le nom des provinces peut évoluer en fonction de la culture qui le possède. Donc, si des Français possèdent l'île de France, ça aura un nom. Si c'est des Allemands, ça aura un autre nom. Si c'est des Anglais, ça aura encore un autre nom. Alors je ne conseille pas de l'activer au début pour que vous appreniez un peu où sont les provinces. Parce que quand ça va changer de nom à tout bout de champ, ça va peut-être vous perturber un peu. Montrer les revenus fiscaux mensuels, c'est tout simplement que chaque mois, il y a un petit indicateur qui va montrer que cette province a gagné 5 pièces d'or, cette province a gagné 2 pièces d'or durant ce mois. J'exagère un peu sur les chiffres, mais c'est l'idée. Et ça montrera de la province à chaque mois, sauf si vous le désactivez. Donc ça peut être assez gênant de voir à chaque fois ces chiffres monter durant la partie. Colorier les territoires sauvages, donc en fait ça c'est, il y a des territoires qui ne peuvent pas être colonisés, qui sont marqués de ce gris un peu plus clair, un peu plus foncé, excusez-moi. Et en fait, de base, si vous avez l'option désactivée, ça restera toujours d'un gris comme ça durant la partie. Si vous l'activez l'option, en fait, si vous possédez toutes les terres autour de cette terre non colonisable, elle prendra la couleur de votre pays, ce qui permettra en fait d'avoir une notion de... ça sera plus joli de voir votre pays comme ça. Par contre, le désavantage, c'est que vous allez voir que il a une grosse étendue de terre, alors qu'en fait c'est un gros bloc qui est pas colonisable, qui vous fait croire que qu'il possède pas mal de territoire ici. Nom de région pour les esclaves. Donc c'est tout simplement si votre empire est divisé en deux, vous pourrez par exemple avoir d'un côté la France, qui est la partie centrale, et la partie qui est séparée, on va dire par exemple en Afrique. Et il y aura donc écrit par exemple France africaine quand vous regarderez la carte de cette manière-là. Là il y a écrit France, là il pourrait y avoir écrit France africaine si vous possédez le nord de l'Afrique, avec la France bien évidemment. Nouveau monde aléatoire fantastique, tout simplement quand vous allez générer un monde aléatoire, si vous sélectionnez souvent, vous risquez d'avoir des empires dans le nouveau monde qui sont plutôt puissants. Si vous mettez jamais, il y aura des petites tribus, mais rien de très dangereux dans le nouveau monde. Donc c'est à votre choix, à votre guise, en fonction de la difficulté du nouveau monde que vous voulez rencontrer. Ensuite, il y a des options multijoueur, on est dans une partie 1 joueur. Normalement, les options sont assez faciles à comprendre en multijoueur. Les pays personnalisés, donc en fait c'est un autre DLC qui vous autorise à créer votre propre pays dans le jeu. Donc vous avez un nombre de points disponibles. En fonction de combien vous voulez donner de points, ça sera plus ou moins facile parce que vous aurez une nation puissante dès le début ou une nation très faible au début. Il faut voir en fonction de comment vous le faites. Bien évidemment, quand vous créez votre nation, il va falloir sélectionner les provinces. Vous pouvez choisir que la province a les valeurs de développement normaux, des valeurs aléatoires ou des valeurs équilibrées. Donc ça permet par exemple d'équilibrer un peu le jeu en multijoueur. Dire tout le monde fait un empire personnalisé avec des valeurs équilibrées, comme ça tout le monde commence à peu près à la même chose. Ensuite vous avez une valeur de pays, donc ça permet en fait de être en mode normal, donc ça vous permet de créer votre pays aléatoire, d'être en mode historique, de forcer tous les joueurs à utiliser un pays historique, ou aléatoire, qui fait que on peut créer des pays et il y a des pays aléatoires qui sont générés. Et finalement un mode personnalisé où seuls les pays aléatoires, les pays personnalisés des joueurs sont sur la carte et tout le reste est vierge. Ce qui fait que vous pouvez vraiment avoir un monde équilibré en début de partie, un peu en mode 4X, exploration, colonisation, exploitation et extermination des adversaires.
autoriser l'ajout de pays à la sauvegarde, c'est si vous sauvegardez, si vous voulez qu'une nouvelle personne puisse entrer en jeu et créer son propre pays, vous devez l'activer. Finalement, pays aléatoire. Si vous choisissez de générer aléatoirement les pays avec l'option au-dessus, vous pouvez choisir si ça va être complètement aléatoire ou si ça va essayer de respecter les nations historiques. Voilà. Finalement, donc il y a le nouveau monde aléatoire. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va prendre toute la partie des Amériques, donc à partir de là à peu près, donc à l'ouest de l'Islande, mais à l'est du Groenland. Et je crois que ça va être à l'est de la Nouvelle-Zélande, juste là à la limite vraiment. Ça va complètement couper ce monde et ça va générer un monde aléatoire à la place. Donc le monde aléatoire va changer énormément la façon dont vous pourrez jouer la colonisation, parce que vous ne saurez pas qu'est-ce qui se trouve dans ce monde aléatoire. Donc il pourrait y avoir une mer énorme qui va vous empêcher de coloniser rapidement. Il pourrait y avoir les provinces très au nord qui va vous permettre de coloniser facilement si vous êtes l'Angleterre. Il pourrait y avoir plein de provinces au sud qui sera plutôt favorable pour le Portugal et l'Espagne. Bref, pas mal de choses différentes. Donc là par exemple, le monde aléatoire qu'on a fait, on a un gros paquet de mers. Et les terres sont plutôt loin, ce qui va être dérangeant pour la colonisation. Donc si vous partez en nation coloniale et vous dire je vais coloniser le nouveau monde, vous allez avoir du mal à coloniser et donc du mal à prospérer, et donc vous aurez peut-être perdu au final du temps à cause de ça. Alors que si ça avait été juste à côté, ça aurait été encore plus facile. Finalement, on va prendre l'option pays aléatoire parce que c'est ce qu'il y a mieux d'abord. Ça va vous sélectionner un pays aléatoirement. Donc si vous voulez vous faire un petit défi, je vais prendre un pays aléatoire et je vais voir ce que ça donne. Vous cliquez dessus, ça va vous donner un pays aléatoire. Et finalement, l'option pays personnalisé va vous permettre de créer votre propre pays. Donc pour ça, vous allez chercher l'endroit où vous voulez mettre vos provinces. Donc par exemple, on va vouloir se mettre au milieu de la Hongrie. On va sélectionner, voilà, on a commencé la création de notre pays. En cliquant sur d'autres provinces, je peux les rajouter à mon territoire ou les rendre à leur possesseur original. Par exemple, je veux ces 4 provinces. Je peux renommer comme je veux le nom de ma nation, l'adjectif qui lui correspond. Je peux changer la couleur que je veux utiliser sur la carte. Je peux changer mon blason. Je peux faire un tirage aléatoire du blason si ça me fait plaisir, pour trouver le blason qui me convient, les noms qui me conviennent et tout ça. Ensuite, il y a la conception du régime politique. Donc, tout d'abord, il faut voir qu'on a un nombre de points à dépenser, donc qui est géré par les options qu'on a sélectionnées avant. On a 200 points à dépenser pour la création de notre nation. Donc, tout d'abord, on a notre dirigeant actuel, qui peut être un homme ou une femme. On peut choisir des noms aléatoires ou les créer de toutes pièces, pareil pour le nom de dynastie. On peut choisir l'âge de notre personnage et finalement on peut lui donner des points de monarque administratif, diplomatique ou militaire. Donc chaque point coûte 2 points dépensés. Et si je vais en dessous de 2, ça va me rajouter 2 points. Par exemple, je peux me dire je veux focaliser l'administratif mais pas du tout le militaire, donc je peux par exemple me donner 6 points administratifs et 0 en militaire si ça me fait plaisir. Pareil, on a l'héritier, pareil, homme, femme, et de nouveau les points. Donc c'est de la même manière, 2 points pour chaque point. Petit point intéressant à savoir quand même, hommes et femmes, d'une manière générale, ça ne change pas grand chose. Il y a quelques mécanismes qui sont plutôt, on va dire, anti-femmes. Par exemple, le Saint-Empire romain, donc cette partie-là, ils élisent un empereur et l'empereur ne peut pas être une femme en début de jeu. Il y a un événement pour changer ça, mais en début de jeu ils ne peuvent pas. Et donc, si vous voulez être empereur du Saint-Empire romain, prendre une femme en personnage principal ou en héritière, c'est peut-être pas une bonne idée.
Ensuite, vous pouvez choisir la culture de votre pays. Vous avez un choix très développé. La culture ne coûtera aucun point, peu importe ce que vous choisissez. La religion, pareil. Chaque religion a ses bonus et ses... Pas vraiment des malus, mais... il y aura des malus... Ah si, la catholique ont des malus, mais... en fonction de qui vous avez autour de vous, vous aurez des malus qui seront liés. Donc par exemple, si on prend, je sais pas, si on prend une nation musulmane, une religion musulmane, les catholiques vous nous aimez moins, alors que les musulmans vous nous aimez plus. Donc, en fonction de là où vous vous trouvez, ça peut être un bonus ou un malus. Ensuite, vous avez le groupe technologique. Donc, les groupes technologiques ont globalement des malus à la recherche en fonction de leur avancement. Si vous choisissez ceux qui ont les gros malus, vous obtenez des bonus de points. Donc là, on gagnerait 50 points. Si vous prenez ceux qui n'ont pas de malus, vous dépensez rien de plus. Ensuite, vous avez les graphismes. Donc les graphismes, ça a juste changé le look de vos petits villages et de vos unités. Là, par exemple, indienne, sud-américaine, occidentale. Donc vous voyez, à chaque fois, ça va changer juste le look de vos armées, de vos bateaux, de vos bâtiments, et ainsi de suite. De vos conseillers, tout le look va dépendre de ça. Finalement, vous avez le gouvernement. Vous pouvez choisir les monarchies, les républiques, les tribaux et les spéciaux. En fonction du choix que vous faites, vous allez être donc soit une monarchie, soit une république, soit un gouvernement tribal. Vous allez avoir des bonus associés au mode que vous avez choisi. Et finalement, en fonction de celui que vous choisissez, certains ont des coûts supplémentaires. Par exemple, la ville libre, république marchande ont des coûts supplémentaires, plutôt que république oligarchique qui est gratuite. Finalement, vous avez le rang politique qui va en fait définir les bonus que vous allez obtenir. Je ne sais pas si on voit la différence, mais donc la duché, on a, par exemple pour la république, on a 5, moins 5, 0,25. Bon, si je passe en empire, non, ça augmente. Dans la vraie vie, ça va augmenter ces bonus-là en passant de duché à empire, globalement. Là, il le dit peut-être. Là, il le dit. Là, si je suis duché, voilà. Si je suis duché, là, j'ai juste agitation du pays, moins 1 et moins 10% pour les exigences injustifiées. Si je passe en royaume, j'ai en plus un diplomate, 5 états et durée de recentrage d'intérêt national diminuée. Et finalement, en empire, j'ai encore d'autres bonus. Voilà. Et une fois que vous avez réglé votre régime politique, vous pouvez passer aux doctrines. Donc les doctrines, c'est ces idées-là. Donc vous avez les deux doctrines initiales que vous avez en début de jeu, les doctrines que vous allez débloquer au fur et à mesure, et finalement la doctrine de fin une fois que vous avez rempli et débloqué toutes les doctrines centrales. Chaque doctrine, vous avez le choix entre 3 arbres, donc l'arbre administratif, diplomatique et militaire. Donc en fonction du choix que vous faites, vous pouvez en plus après améliorer le niveau de la doctrine de 1 à 4 points en général. Donc, bien évidemment, plus vous mettrez de niveau sur les éléments, plus ça vous coûtera de points à dépenser. Quand vous allez sur l'indicateur de coût, vous pouvez voir pourquoi ça coûte autant. Donc là, par exemple, on peut voir que on a plus de 50% des doctrines qui sont des doctrines administratives. Alors en fait, c'est 50% des points qu'on a dépensés sont en doctrine administrative. Et donc, il y a un coût supplémentaire de 6,3%. Donc vous allez vouloir équilibrer les endroits où vous dépensez vos points pour justement faire disparaître ces malus ou du moins les éviter autant que possible. Donc là par exemple j'ai rééquilibré en mettant des points dans des doctrines diplomatiques. Bien évidemment vous générez les doctrines comme vous voulez. Si vous voulez vous orienter vers un pays militaire, vous allez plutôt mettre des bonus bons pour la guerre, pour avoir des troupes plus fortes, pour pouvoir annexer sans trop s'inquiéter les adversaires et ainsi de suite.
Si vous voulez une nation commerciale, plutôt des trucs orientés commercial, nation religieuse, plutôt religieuse. Vraiment comme vous voulez, vous pouvez vraiment la personnaliser. Vous pouvez même mettre un nom et une description pour chacune des doctrines, si ça vous fait plaisir, pour vous immerger un peu plus dans le monde. Vous pouvez carrément après sauvegarder ou charger un pays personnalisé que vous avez créé pour pouvoir le réutiliser plus tard ou le partager avec d'autres personnes. Bien évidemment, vous allez dépenser des points, vous allez, on va mettre des points à gauche à droite. Faire un mince, je suis au-dessus, vous pouvez bien évidemment revenir en arrière et diminuer des points ici pour essayer de rentrer dans le score. Voilà, hop, là c'est bon, je peux faire mon pays. Une fois que vous êtes satisfait de vos doctrines et de votre régime politique, ainsi que de votre couleur et vos blasons, vous cliquez sur effectuer et votre pays est créé. Et donc il vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton jouer pour démarrer la partie et vous faire plaisir. Et donc sur ce, c'est la fin de ce tutoriel. On se retrouve sur les autres tutoriels un peu plus tard et je vous souhaite bon jeu. A plus.